Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve cette semaine pour le podcast preview des NBA Finals 2024. On y est, on est très très proche du but, mais avant ça, va y avoir une série d'au minimum 4 matchs, on espère plus, entre Boston et Dallas. Pour faire cette preview, j'ai évidemment un de mes partenaires depuis des années maintenant, fan numéro 1 de TJ McConnell et de Spike Lee, c'est Yannick. TJ McConnell, non, pas du tout. Mais oui, c'est. Merci Chris, merci de me recevoir pour cette preview. Bah écoute, la saison touche à sa fin. Bah écoute, une finale qui va être, ma foi, de fort beau gabarit. Comme disait Pierre Fula à l'époque, pour ceux qu'on connu. C'est une petite dédicace pour le podcast Tailgate, puisqu'on a Nelson Montfort qui vient dans Tailgate. Bon, très bien. Donc, vous savez, de toute façon, dès qu'on fait un podcast avec Yannick, ça part dans tous les sens. Là, tu auras attendu 45 secondes. Donc, tu es dans ta moyenne, ça fait plaisir. Et on a aussi un troisième partenaire parce que là, pour les previews, il fallait du lourd. Alors, lui, son cœur vibre pour New York, mais plutôt du côté du Liberty que pour les Knicks. C'est Tom. Salut, Tom. Salut Yaya, salut Chris. Ouais, moi je suis plus un fan du Liberty côté WNBA, mais je t'avoue que je suis très très hypé par cette finale NBA. Sans être supporter ni de Boston ni de Dallas, je pense qu'en termes de jeu, on va se régaler. Bon, et ben on va pouvoir en parler bien évidemment. Avant ça, permettez-moi de faire un petit message personnel, une petite dédicace à Cédric, mon acolyte toute la saison des podcasts de début de semaine, qui est parti voguer vers d'autres destinations et d'autres aventures. Donc, comme on dit en Bretagne, Kenavo, Cédric, et on te souhaite évidemment plein de bonnes choses pour la suite. On va se lancer sur le programme des NBA Finals. Juste avant, on vous fait le petit rappel, le podcast, évidemment pour nous écouter, mais ça, vous le savez, vous êtes en train de nous suivre, mais vous avez l'application, le site internet de The Free Agent et les différents réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actu NBA, WNBA également, on fait notre petite auto-promo tous les mercredis après-midi. Et les autres sports américains, il y a les Mousquetaires, là, Yannick, qui ont lancé leur saison en NFL, il y avait un match qui est sorti, qui est passé hier, ce week-end. enfin dimanche, c'était dimanche. Oui, première victoire pour les Paris Musketeers qui commencent bien la saison face à des Allemands, donc l'Allemagne qui est la grosse force. Donc c'est bien toujours d'aller gagner à Hambourg. Voilà, donc vous avez quand même du football américain qui est aussi disponible évidemment sur les antennes de The Free Agent avec cette saison autour de Paris. Bon bref, on retourne sur nos finales NBA les gars, on va suivre notre petite trame habituelle, classique, on fera un focus évidemment sur chacune des équipes, on vous donnera notre pronostic, bien évidemment, celui-là on l'attend avec impatience, même si on pense avoir le pronostic de Yannick évidemment, fan de New York, mais sait-on jamais, mais avant ça, un premier ressenti, messieurs, général, je vais commencer avec toi, Tom, si tu veux bien. Sans rentrer dans des détails techniques, tactiques, mais voilà, quand cette finale est là, devant toi, donc premier match dans la nuit de jeudi à vendredi, tu l'as laissé sous-entendre, tu as l'air plutôt hypé. Voilà, c'est deux équipes qui t'as envie d'y être à 2h30 dans la nuit de jeudi à vendredi pour suivre ce match 1. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, pas de grosse surprise à l'Est. Boston qui nous a sorti une régulière magnifique, qui a eu un parcours de playoff relativement simple et aussi se l'est rendu relativement simple parce que, bon, bien évidemment, on rentrera dans les détails de blessures, mais Boston a fait le taf. Et puis de l'autre côté, un parcours beaucoup plus marquant de la part de Dallas à l'Ouest, avec des séries assez folles. Et puis on soulignera quelques ajustements techniques plus tard, mais on va avoir une confrontation de stars et de duos de stars assez phénoménale sur ces finales. Donc ouais, j'ai vraiment hâte d'être à la nuit de mercredi pour pouvoir suivre ce premier match. Bon, Yannick, toi, ton ressenti un petit peu sur l'affiche à venir là, pour les prochains jours? Alors on connaît mon amour pour la franchise du trèfle. J'ai envie de voir ce qu'ils vont donner parce qu'ils n'ont pas été vraiment challengés pendant ces playoffs. Mais ils sont rendus la tâche facile et j'aimerais bien savoir quel est leur vrai niveau. Et en face, une équipe qui est hyper plaisante à voir jouer avec des maestros sur les lignes arrière qui sont géniaux à voir jouer. Donc ça va être une opposition de style. Donc ça va être sympa à voir. Je pense que on va être beaucoup plus surpris, je pense, par le niveau de cette finale qu'on aurait pu le croire.
Ok, bon, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Je vous propose de commencer par les Texans. Tiens, Dallas, c'est les retours en finale pour eux depuis 13 ans. C'était 2011, la dernière finale, C'est ça. et le titre autour de la légende allemande Dirk Nowitzki. Donc, troisième finale NBA, il y avait eu 2006, donc 2011 et 2024 cette année. Donc, les gars, je vous lance et on rebondit chacun son tour sur différents éléments. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Quel point tactique, technique, de joueurs vous voulez aborder, Tom, autour de cette équipe de Dallas? Tiens, pour commencer. Bah écoute, c'est rigolo de se rendre compte que la dernière participation de Dallas en 2011 était menée par un leader européen, un certain Dirk Nowitzki. On se retrouve en 2024 avec un leader européen aussi avec Dallas. Peut-être, et ce qui est pour moi à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde, Luka Doncic, qui a tout simplement roulé sur ses playoffs. Il a été blessé un petit peu au début et assez limité, mais son niveau de jeu, notamment sur la dernière série là, contre Minnesota, c'est fou, hein. C'est fou de se rendre compte à quel point un joueur peut être indéfendable à ce niveau-là, va toujours trouver les bons ajustements, va toujours savoir comment accélérer, ralentir, lâcher le ballon, créer ses switches. Moi, j'ai été assez impressionné par le niveau de jeu de Luka. Si on parle juste du point statistique sur les playoffs, Luka Doncic, messieurs, c'est 28,8 points de moyenne, 29 points de moyenne sur des playoffs avec pratiquement 9 rebonds et pratiquement 9 passes. Donc, tout simplement pour dire que Luka est surdominant et à côté de lui, il a ce qui est peut-être à l'heure actuelle le meilleur lieutenant de la ligue en fait. Le joueur le plus indépendant et en fait, quand tu lui donnes le ballon, c'est du régal pour les yeux avec Kyrie. C'est de la magie, hein. Moi, il me fait vibrer. Je retrouve mon Kyrie de 2016, l'époque des Cavs. Tu lui donnes le ballon, il sait comment créer, il va crosser, des finitions magnifiques, il va pull-up à 3 points. Et puis, ils ont aussi ce secteur intérieur. Ça, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus dans le focus tactique. Mais globalement, le secteur intérieur qui a été énormément renforcé à la trade deadline de Dallas, quand on voit les apports de PJ Washington et Daniel Gafford qui jouaient à Charlotte et à Washington il y a quelques mois, je pense que bah, eux, leur saison est réussie. Et puis, ce qu'ils montrent en playoff, c'est tout simplement magnifique. Avec les apports aussi de Derek Lively et d'Eric Jones qui font vraiment du gros taf, que ce soit défensivement et dans leur rôle offensif. Donc, non, globalement, cette équipe de Dallas m'impressionne. Je les imaginais pas du tout en finale NBA cette année. Et bah, ils m'ont convaincu, hein. Ils m'ont convaincu, que ce soit contre OKC, les ajustements qui a été une série compliquée. Il va falloir souligner l'énorme travail de Jason Kidd. On n'a pas forcément eu l'habitude de voir les ajustements aussi intelligents de Jason Kidd sur les années précédentes. Bah là, il a clairement roulé sur ses playoffs. Il a dominé toutes ses séries. Toujours trouvé les bons ajustements tactiques. Luka un petit peu en dedans, et bah vas-y, Kyrie prend les choses en main. Mettre PJ Washington dans le corner, le mec, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il shoot, il ne rate jamais. Derrick Jones, c'est pareil sur la série contre Minnesota. Donc, non, je souligne vraiment une énorme campagne de playoffs de Dallas et il mérite tout à fait cette place en finale. Je trouve que tu as été très complet, mon cher Tom. Pour moi, je trouve que ce que tu as dit sur Luka Doncic, c'est vrai. De là à être le meilleur joueur de la planète, un peu excessif, on va dire. Mais je vois l'idée. Je trouve que le duo est extrêmement complémentaire avec Kyrie, notamment en fin de match quand il faut être clutch. Il est capable et qu'il va y avoir des prises à deux. Tu vois, si on parlera de tactique, mais si sur le pick and roll, du côté de Boston, ça décide de trapper, il peut lâcher la balle à Kyrie Irving sans avoir peur. Donc du coup, c'est un vrai plus. Donc c'est un backcourt de très très haute volée. Je trouve que l'évolution de Kyrie Irving, notamment de passer du poste de bonheur pur à une espèce de combo, mais plutôt deux, ben, finalement, ça lui va extrêmement bien parce que ça lui permet d'avoir, de ne pas être à la création et plus à la finition. Et je trouve que c'est un rôle qui lui va et à ravir. Et après, tu as parlé, c'est une équipe qui s'est construite au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'ils étaient au fond du trou. Ils font venir Kyrie et derrière, ça a boité l'année dernière, mais maintenant qu'ils ont densifié le secteur intérieur avec l'arrivée de Daniel Gafford, on ne parle pas assez de ce joueur qui est un vrai role player qui va être capable de faire le sale boulot, surtout
sur quelque chose qui est extrêmement vital en NBA, c'est la protection de l'arceau. En rim protector, et effectivement, tu l'as dit, PJ Washington en deuxième intérieur, enfin plutôt 4, qui va permettre de fluidifier le jeu par son aspect shooter. Donc oui, l'équipe, elle est extrêmement bien achalandée, et elle est très bien coachée par Jason Kidd, qui, faut dire ce qui est, était le meneur aussi en 2011. On oublie de le dire, c'était le meneur champion avec Dallas en 2011. Et on salue Aginsa, Rodrigue Bobois et Yann Bailey, qui étaient dans le roster de cette saison-là. Après, c'est facile pour Kidd avec de bien noter avec des joueurs comme ça. Donc ouais, l'équipe est complète. Ils ont su amener comme il fallait cette équipe. Donc à voir ce que ça va donner sur la série. Parce que si on fait un petit retour, parce que vous en parlez, les arrivées, les bons mouvements à la trade deadline, tout ça, on va faire un petit focus dessus, les gars. Il faut revenir, t'en as un petit peu parlé Yannick, parce on a beaucoup parlé PJ Washington et Daniel Gafford cette année. C'est clair, c'est quelque chose de primordial. Mais le premier move majeur, c'est l'arrivée de Kyrie février 2023. C'est le travail de Nico Harrison, mais ça a été ça. Rappelez-vous quand même le pari Kyrie Irving. Il le fait venir de Brooklyn, où c'était le marasme absolu, où c'était un bordel sans nom, pour être poli. Et puis surtout, il était persona non grata. Exactement. On se disait tous, Kyrie, c'est un sac d'ennui dans un vestiaire. Le mental de Kyrie, on sait qu'il a été friable et que parfois c'est compliqué. Il a besoin d'avoir un entourage dans lequel il sent en confiance. C'était un vrai pari à l'époque. Ça n'a pas nécessairement très bien fonctionné la première année, la dernière partie de l'année 2023. On sait que Dallas a volontairement tanké. On sait également que Dallas a pris une amende de la part de la NBA pour en fait ce côté fin de saison. On a complètement lâché. Ils avaient pris 750 000 $, je crois, d'amende. En tout cas, une grosse amende, une belle facture là pour Dallas. On se posait des questions. Pas de play-off, pas de play-in. Et là, du coup, il y a eu l'arrivée de Derek Lively via la draft avec un échange avec OKC, si je dis pas de bêtises, je crois, en pick 10. Derrick Jones Jr., mec de Dante, comme Dante Exum aussi, que Nico Harrison est parti rechercher, il jouait en Europe. Il avait quitté les radars NBA, il est parti le récupérer, donc c'est à noter. Et après, évidemment, vous en avez parlé, l'arrivée à la trade deadline, les bons mouvements autour de PJ Washington, Daniel Gafford. Je te rejoins complètement, Tom. Ces deux joueurs-là, ils étaient dans les bas-fonds de la ligue, Charlotte et Washington. Ces deux équipes-là, elles, ont continué à être dans les bas-fonds de la ligue. Mais eux, par contre, ils vivent leur meilleure vie. Depuis 4 mois, là, tu te dis, tu es à la place de Daniel Gafford, tu joues à Washington, et on te dit, en fait, on te dit en janvier que 6 mois après, tu vas être au final NBA. Je suis pas sûr que tu mets ta maison sur ce pari-là, tu vois. Et c'est vrai que le travail de Nico Harrison, il faut le saluer, ça fait partie de ces GM là, sur les 10, 12, 14 derniers mois, qui a vraiment fait un travail extrêmement intéressant avec une équipe qui aujourd'hui, les gars, est quand même beaucoup moins Luka dépendante que ces dernières années. Ouais, complètement. Nico Harrison a fait un boulot formidable pour rendre cet effectif compétitif, comme tu le dis. Même quand Luka est un peu en dedans, on l'a vu sur ses premières séries de playoffs. Tu as un Luka un peu diminué, un peu blessé au mollet. Un peu le côté, moi, Luka qui m'énerve un petit peu chez ce joueur, c'est le côté chouineur un peu, où il va se plaindre aux arbitres, il va demander ses fautes à n'importe quel contact, sur toutes les actions. Et petit à petit, au fur et à mesure des playoffs, Luka est monté en rythme et tu sens qu'il est plus à l'aise physiquement. Donc, il met un peu de côté cet aspect qu'on n'aime pas trop du personnage. Mais à côté de ça, l'effectif au global, mais pour revenir sur Kyrie, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, les gars. Kyrie, on a retrouvé un Kyrie focus et je ne sais pas si on avait déjà vu un Kyrie aussi apaisé, en fait. Il n'y a plus d'histoire extra-sportive. Tu sens que le mec, quand il est sur le terrain, il prend du plaisir, en fait. Il rigole, il sourit, tu les vois sourire. Et puis, c'est ce côté aussi qu'on voit avec Luka depuis qu'il est dans la ligue. Tu sens que les mecs prennent du plaisir sur le terrain. Il y a toujours ce côté de jeu, au-delà du côté métier sport, il y a ce côté jeu où ils prennent du plaisir à jouer ensemble. Et l'intelligence de Nico Harrison dans la construction de cet effectif, c'est-à-dire que si on se souvient bien, l'année dernière, au moment où il tank, la faiblesse ultime de Dallas, c'est le secteur intérieur.
Là, tu as chopé Derek Lively à la draft. Alors, Derek Lively, très honnêtement, il est trop fort. Hein. Il est trop fort. C'est-à-dire que tu lui demandes tout ce que tu veux, le mec peut aller choper du rebond. Défensivement, il est hyper mobile pour un jeune de sa taille. Il peut aller contrer. Et de l'autre côté du terrain, quand il faut catcher les lobes, bon, avec Gafford aussi, c'est un peu le même profil, mais ils sont hyper complémentaires. Et à côté de ça, tu as PJ Washington qui va espacer, qui peut défendre plusieurs postes aussi, parce qu'il ne va pas que se cantonner à ce poste 4, il peut aussi aller défendre des 3 parce qu'il a cette taille-là et il a cette mobilité pour un poste 4 qui est assez intéressante. Et à côté de ça, tu vas avoir le retour de Maxi Kleber qui va peut-être apporter un petit peu au scoring. Et puis là où Jason Kidd a été hyper malin, il n'avait pas forcément sorti les Green et les Hardy, tu vois, sur la série contre OKC, là où il les a sortis contre Minnesota. Mais c'est parfait en fait. Les mecs comprennent, ils savent exactement quel est leur rôle, d'aller puncher, d'aller emmener un peu de vitesse, avec pas mal de cartes quand tu sors les deux monstres du terrain. Prenez vos shoots, faites-vous plaisir, mettez du rythme, défendre. Et tu as l'impression que globalement, l'effectif sait ce qu'il a à faire. Chaque joueur connaît son rôle et ça pousse l'équipe sur une finale NBA qui est complètement méritée en fait. Là-dessus, en fait, tu parles de plaisir, tout ça. Moi, je pense que le vrai crédit, c'est d'avoir été chercher Jason Kidd, qui, au sorti de son. Parce qu'il était top assistant, il était un miss, quoi, du titre des Lakers. Et quand il est parti, ben, tu vois que le château de cartes est tombé. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le players coach qu'il fallait à ces joueurs, à cet effectif. Tu vois, et ils ont construit, ils ont fait venir des joueurs qui étaient type compatibles. Donc pour moi c'est là-dessus. On sait à quel point je donne du crédit au coach et je peux en enlever très vite. Et là, ben, pour le coup, lui qui avait été quand même vilipendé quand il était du côté du Jersey, voilà. Donc, voilà. Bon. Moi, j'avais une question. On en a parlé. Kyrie Irving, on pourra parler de Luka aussi, mais Kyrie Irving, moi, l'interrogation que je me pose autour de ça, et tiens, Yannick, je veux bien ton opinion. Là, retour en finale pour lui. La dernière fois qu'il était en finale, c'était avec Cleveland, époque LeBron. On se rappelle en particulier du shoot qu'il avait mis en 2016 pour faire gagner son équipe dans le match 7 là, contre les Warriors. On sait que il est là et il a été là et il peut être présent sur ces moments-là. Là, il est dans un contexte extrêmement particulier. Tout à l'heure, on a salué le sourire, le plaisir qu'il prend sur le terrain. Il a l'air de retrouver un cadre de vie qui lui correspond. On sait que c'est important pour lui. Mais là, il retourne en finale. Il retourne en finale contre Boston, ancienne équipe, avec qui ça ne s'était pas nécessairement très bien passé. Les 2 premiers matchs de ces finales se déroulent à Boston. On sait que le public de Boston peut être, comme beaucoup de publics, très critiques, mais parfois trop critiques et peuvent taper vraiment là où ça fait mal et être à la limite de ce que doit faire un public. Et on sait également que les médias, la presse, tout le microcosme NBA va aller parler à Kyrie, va poser des questions, va aller titiller. On sait que Kyrie, il peut être friable. Vous en pensez quoi? Comment il va arriver à gérer un petit peu toutes ces débuts de finale? Je pense qu'effectivement, ça c'est un vrai truc, surtout qu'il y a une série de défaites contre Boston, 11-0, je crois, depuis qu'il est parti justement de là-bas. Ouais. Bon, toutes les séries, plus elles se prolongent, plus elles sont proches de la fin. Mais on va voir. Je pense que oui, les médias vont en faire des caisses là-dessus, parce que bah, déjà, c'était un peu le go-to-guy. Ils avaient fait un gros trade pour le faire venir. Ils avaient lâché Isaiah Thomas, qui sortait de gros playoffs, pour le faire venir et le faire passer un step. Et ça avait pas le mariage ça n'avait pas fité. Donc, bon. Et puis, il y a eu beaucoup de blessures, de choses comme ça. Donc, oui, les médias et alors, le public, on en a parlé souvent. Le public de Boston est plus celui du Boston Garden de l'époque. Mais je me vois bien, moi, vaincre le signe indien et tout de suite, quoi, tu vois.
et se Ok. dire voilà vous, vous m'en avez mis plein la tronche. Ok, je vais vous montrer, les gars. Ok. Toi, Tom, t'en penses quoi de comment le cas Kyrie dans ces débuts de finale avec tout l'environnement là qui va être compliqué certainement à gérer? Moi, très honnêtement, ça va être un de mes focus, ça va être un point très intéressant à suivre. Yaya, tu en as très bien parlé. Kyrie avait raté l'étape, le step de devenir un franchise player. C'est-à-dire que quand il quitte les Cavs, on se souvient un peu des déclats avec LeBron, il voulait prendre une équipe en main. Donc il a été tradé à Boston à l'époque où Tatum et Brown, je crois que c'était leur deuxième saison ou troisième saison NBA. Donc il devait avoir ce rôle un petit peu de grand frère et de leader qu'il n'a pas forcément su tenir au mieux. Et il y avait eu énormément d'histoires extrasportives avec le public. On l'a entendu Kyrie se plaindre d'aspects un petit peu de provocation extrasportive ou limite raciale. Donc ça, c'est des sujets, on sait Kyrie, ça lui tient à cœur. Il a déjà tenu des propos C'est pas, forts la, et... c'est pas la première fois avec le public de Boston. Ouais, bien sûr. Voilà, Bien on sûr. sait que dans les années 60, historiquement, ça a toujours été très compliqué. Je vous laisse aller regarder sur Netflix le documentaire sur Bill Russell. C'est terrible. Ouais, non, mais bien sûr. Boston est réputé pour ça et Kyrie, on sait que c'est quelqu'un qui aime énormément s'impliquer dans ce genre de sujets sociaux. Moi, là où je vais être énormément intrigué, c'est qu'on l'a dit, Kyrie est ultra focus basket depuis le début de la saison et depuis le début de ses playoffs. Il ne laisse pas part à des déclarations extrasportives. On sent qu'il est vraiment concentré sur son jeu. Et là, comme vous l'avez très bien dit, messieurs, il va y avoir cet aspect médiatique où forcément les journalistes vont essayer d'aller chercher. On se souvient Kyrie qui s'était essuyé les pieds sur le logo de Boston quand il était à Brooklyn. Donc il va y avoir cette attente-là. Moi, très honnêtement, au vu de l'épanouissement actuel de Kyrie, je pense qu'il est complètement capable de mettre ça de côté et d'être tellement focus dans son basket que ce serait aussi un message pour lui de montrer, regardez les gars, moi je suis devenu ce joueur mature, je suis devenu ce joueur limite all-time, parce que honnêtement, quand on voit Kyrie jouer au basket, on va pas rentrer dans des débats, hein, mais c'est l'un des plus beaux joueurs de basket à voir. Et clairement, quand il atteint ce niveau de concentration, j'ai vraiment hâte de voir à quel niveau il va pouvoir dominer et quel joueur en fait il est sur ce genre de confrontation où à l'époque c'était LeBron, là aujourd'hui c'est Luka. Comment il va prendre les choses en main à côté en tenant ce rôle de lieutenant. Moi j'ai confiance en Kyrie, je pense très honnêtement qu'il peut être le facteur X de cette série pour Dallas et j'ai hâte de voir son niveau de jeu. Ok, bon. Ouais, bien J'ai une sûr. question pour Tom. Toi, tu le vois en lieutenant, en fait. Moi, je le vois plus en lieutenant, en fait, parce que dans le sens où Luka a vraiment ce rôle de franchise player et a beaucoup plus. Je pense honnêtement, tu vois, que Luka est beaucoup plus capable de tenir ce rôle de franchise player, d'encaisser les coups médiatiques et de pouvoir, entre guillemets, répondre aux attentes médiatiques, là où Kyrie, quand on lui laisse la liberté de juste s'exprimer sur le terrain et de ne pas avoir ce rôle un petit peu de franchise qu'il n'avait pas trop su tenir à Boston, je le Ouais, trouve beaucoup plus efficace quand il devient en fait cet élément où vas-y Kyrie, tu mais peux moi, faire ce que tu veux sur le terrain. Offensivement, on te fait confiance. Tu as fait des très bons ajustements défensifs. Moi, je salue sa défense sur ces playoffs-là. Vraiment, je trouve qu'il est rigoureux. Il est bas sur ses appuis. Il va essayer d'être en premier rideau stopper. Il peut embêter un petit peu son vis-à-vis. Et moi, je le trouve beaucoup trop fort en fait quand il est cet électron libre en fait. ouais, mais moi, tu vois, je vois pas du tout la même chose parce qu'en fait, tu vois, l'aspect médiatique, justement, il en prend et il en enlève à Luka. Il en prend forcément, il prend toujours de la lumière et il en enlève. Et pareil dans le jeu, j'ai l'impression parce que du coup, tu vois, c'est un one-two punch, quoi. C'est-à-dire que ton meilleur défenseur, tu le fais défendre sur qui? Sur Kyrie ou sur Luka? Sur Là, c'est bon. Luka. Ben ouais, mais justement, donc du coup, il va attaquer sur le moins bon défenseur des lignes arrière, quoi, tu vois. Donc du coup, il va avoir plus de liberté. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, les deux, en fait, j'arrive pas à dégager un mal alpha entre les deux, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment les deux à la fois. Et que, Est-ce que ça peut pas être pour trouver un compromis entre vous deux, l'un ou l'autre selon les moments?
On a vu, moi, je on pense a, que c'est ça. Je tu pense vois, que c'est ça. on a vu en saison régulière et aussi en playoff des moments où Luka a bien son adresse est peut-être un petit peu moins là, ou alors il est un peu gêné physiquement. Il sent que Kyrie est chaud en fin de match en particulier. Eh ben vas-y, le prime là, les spotlights ils sont pour toi. Mais sur ce match-là et sur un autre match, eh ben Luka il va nous sortir un triple-double comme il l'a fait toute la saison et comme il va En le faire toute sa gros, carrière. Donc ça peut être soit toi, soit moi en fait selon le contexte, le moment, l'adversité, la défense et en le face. match-up. Et le Oui, match-up. voilà, c'est ça. Voilà. Parce que on va arriver sur Boston. Et là, le truc, c'est que tu as deux défenseurs élites. Mais si, par exemple, Jrue Holiday défend sur Lucas, tu as plutôt intérêt à donner la balle enfin, que Kyrie soit plus créateur et sanctionne Derrick White, tu vois, par exemple. Ouais, bah, du coup, pour ouvrir cette transition sur Boston, comme tu le dis, il y a 2 défenseurs élites sur la ligne extérieure et globalement, il y a 4 défenseurs élites à Boston. Je pense honnêtement que si Dallas veut avoir une chance de dominer les matchs, il va falloir que les deux soient bons en même temps. C'est-à-dire que si ils gardent ce côté un petit peu qu'ils avaient en début de playoff, là où ils ont très bien réajusté en fin de série contre Minnesota, où en fait les deux étaient très bons et du coup ça pose problème à la défense, s'ils font chacun leur tour, ok, pourquoi pas. Mais ça facilite un petit peu le niveau de défense et ça facilite un petit peu la concentration défensive. Là où si les deux arrivent à être bons au même moment et arrivent à impliquer leurs coéquipiers, ça devient un vrai problème pour Boston. Ok, on va pouvoir dérouler sur Boston. Alors pour Dallas, on aurait pu parler encore plein de choses évidemment, mais il faut qu'on avance et qu'on parle aussi de l'adversaire dans ces finales-là, les Celtics. On va dérouler sur tout ce que vous avez dit, les individualités, la défense, tout ça. Mais moi, la question que je me pose et que je vous pose du coup, les gars, est-ce que Boston, après cette saison dominée quand même assez outrageusement, que ce soit de la régulière avec 14 victoires de plus que le deuxième en conférence Est et un ratio de 4-1, 4-1, 4-0 en playoff, est-ce que Boston est le favori logique, Yannick? Non. Merci, Tom. Non, je rigole, vas-y, Yannick. Non. Pour moi, non. Oui, ils sont favoris parce que c'est l'équipe la plus complète. Il y a toujours des zones d'ombre. On en a parlé toute la saison. Ils avaient beau dominer, il y a toujours eu une zone d'ombre autour de cette équipe. Et on va commencer. Alors, sur l'effectif, non, mais il y a quand même Kristaps qui est injury prone, qui a pas été là pendant tous les playoffs. Quel état il va être? Est-ce que comment il s'appelle? Est-ce que va y avoir face à l'adversité vraiment dure d'une équipe de conférence Ouest, est-ce qu'ils vont être capables de tenir les hiérarchies de l'équipe et quelle va être la vraie hiérarchie? Et enfin, la vraie question pour moi, ça va être au niveau du coaching. Mm-hmm. Pour moi, le coach, j'ai toujours une vraie interrogation. Donc, on va voir. Il n'y a pas eu besoin de coaching parce qu'ils étaient au-dessus. On va voir maintenant ce que ça va donner. Ok. Tom, sur Boston et sur cette question-là, favori logique, c'est quoi ton ressenti un petit peu là-dessus? Alors moi, je serais peut-être un petit peu moins... Je comprends tout à fait l'argumentaire de Yannick et je te rejoins sur pas mal d'éléments. Là où moi, Boston m'a rassuré, c'est pas fou, hein, mais ils m'ont quand même rassuré un petit peu sur cette série contre Indiana. Là, on attendait de les voir sur des matchs un peu coup près, voir comment ils allaient gérer le clutch de fin de match. Et on peut rendre un hommage à Indiana qui les a poussés, malgré une série assez courte, qui les a poussés un petit peu à jouer sérieusement tout au long de la série. Ils m'ont montré que quand il faut ajuster, quand il faut serrer les dents et quand il faut resserrer un petit peu la défense et laisser prendre le lead un petit peu à Tatum et Brown en fin de match, ça passe. Ça passe. Donc là, ce sera bien évidemment beaucoup plus compliqué contre Dallas parce que il y aura normalement pas de blessures, une équipe au complète, une équipe qui est bien plus renforcée sur tous les secteurs. Et moi, le point de détail qui sera hyper important pour moi, ça va être les sorties de banc. Là où je pense que Dallas a un réel avantage sur ses sorties de banc par rapport à Boston. Là, ça dépendra aussi du retour de KP, hein, qui devrait être là normalement pour le premier match par Zingis à 100%. On dit ça depuis le début de KP. Non, ouais. Au départ, on avait dit qu'il devait être absent sur le deuxième tour. Après, ça s'est prolongé. Mais Boston a eu cet avantage-là aussi de ne pas avoir besoin de le pousser à revenir.
C'est ça, ils l'ont très bien géré. Très honnêtement, je pense que Porzingis, si ça avait été une série beaucoup plus compliquée contre Indiana, il serait sorti du frigo, là où ils se sont permis de le mettre au frigo, de soigner les petits bobos. Et là, encore une fois, ils auront 9 jours de repos entre la fin de série contre Indiana et le premier match contre Dallas. Donc, ils seront à 100% physiquement. Là où je te rejoins tout à fait, Yannick, c'est sur le coaching. J'attends de voir Joe Mazzulla, comment il répond aux performances de Jason Kidd sur ses playoffs, là où Jason Kidd a out-coaché pratiquement toutes les séries, il a su trouver les ajustements, il a su sortir les bons joueurs du banc quand il le fallait. Mazzulla, j'attends de voir, parce que du coup, avec le retour de Porzingis, potentiellement, c'est Al Horford qui retournera sur le banc et qui sera ce sixième homme à Boston. Sauf qu'Al Horford, là, il aura un challenge complètement différent. On lui souhaite d'ailleurs bon anniversaire aujourd'hui si c'est 38 ans. Là, il va avoir affaire à du Derek Lively en sortie de banc ou alors du Daniel Gafford, donc des mecs qui vont aller au contact, qui n'ont pas peur de monter. Pas forcément des joueurs à qui tu donnes le ballon au poste, mais des joueurs qui sont durs et qui sont rugueux physiquement. Là où tu vois contre, ouais, qui vont vite. Là où tu vois contre Indiana, Turner était beaucoup plus un profil de shooter. C'était différent. Là, c'est des mecs qui aiment être dans la peinture et qui n'ont pas peur du duel physique. Et on l'a vu, les limites du banc de Boston. Encore une fois, c'est un peu biaisé par le fait d'avoir eu des séries relativement simples et où le 5 majeur, il faut rendre aussi, parce qu'on rend hommage à Tatum, mais on rend hommage à Kyrie et Doncic. Attention, hein, les playoffs de Jason Tatum et Jaylen Brown, c'est très très sérieux. Hein. Les deux tournent à 26 et 25 points de moyenne sur ces playoffs. Brown a été élu MVP de ses finales de conf, mais globalement, Tatum montre aussi de très belles choses. Il est limite all-time hein, sur certaines de ses performances. Et puis Jrue Holiday. Jrue Holiday, on en parle moins parce que c'est plus un joueur de l'ombre, mais Jrue Holiday, c'est ce facteur X en fait qui va devoir se coltiner Luka en défense et potentiellement Kyrie sur certains switches. Lui, il a l'expérience, il a la bague, donc il connaît le chemin. Il connaît le chemin et Mazzulla va devoir, entre guillemets, lui faire confiance sur ce côté expérience. À voir comment répondent les joueurs de Boston, parce qu'il faut le dire, et pour répondre à ta question initiale, Chris, Boston est favori, et si Boston ne gagne pas ses finales, attention, parce que ce sera un échec. Avec Yannick, on a pu se croiser sur différents podcasts toute l'année et tu confirmeras, on a toujours dit qu'on attendait Boston en finale NBA, c'est là qu'on va les juger et que tout sauf un titre, merci, serait un échec cuisant pour le projet, pour les joueurs, pour des mecs comme Tatum, etc. Je pense qu'on est toujours d'accord là-dessus et encore plus aujourd'hui alors que l'échéance arrive. Ah bah oui, encore plus quand on voit leur parcours en playoff. Alors, relativisons. Ils ont eu un parcours assez simple parce qu'il y a eu les blessures, parce que certaines équipes ont été handicapées par des blessures et n'ont pas croisé la route de Boston. Mais ils ont su faire le boulot. Là, ils vont arriver contre Dallas, qui a joué quelques matchs de plus, mais qui arrive reposé et aussi à 100% physiquement. Donc ça va être un vrai challenge. Ils ont quand même cette cape de favori, et je vous rejoins tout à fait. Hein. Si Boston ne gagne pas cette année, il y aura des réelles questions dans le vestiaire. Okay. En fait, plus que ça, c'est tout l'édifice bostonien. C'est-à-dire que, tu vois, d'avoir viré toutes les fortes têtes, dès qu'il y avait une forte tête, tu coupes. Brad Stevens, au bout d'un moment, ça va finir par se voir que c'est, je vais peut-être dire un mot un peu fort, mais une fraude. Ouf, oula, ouais. Non mais. Mais c'est ton avis. Moi, ça fait depuis qu'il est arrivé à Boston, où il devait tout révolutionner, machin, il l'a amené sur un style de jeu qui aujourd'hui a été copié dans la ligue, c'est-à-dire un porteur de balle et 4 joueurs autour, finit les postes. Mais le truc, c'est qu'il a voulu faire venir ses gars à lui, donc on se rappelle du flop, on en a parlé de Kyrie Irving et de Gordon Hayward, alors il y a eu les blessures, mais après, c'est tout le reste, moi je suis désolé. La legacy Brad Stevens ne m'a pas fait rêver. Alors oui, il y a des bons joueurs, et tu as Jason Tatum et Jaylen Brown. On va pouvoir voir la complémentarité entre les deux. Je parle notamment en termes
de jeu. Hein. Mhm. Les deux, tu peux les mettre sur le terrain. Et entre les deux, quelle est la complémentarité? Toute la saison, on a loué que Jalen Brown jouait bien avec le reste de l'équipe, mais que Jason Tatum, c'est un petit peu 4+1. Donc, on va voir ce que ça va donner et comment ils vont pouvoir répondre à tout ça. Et surtout, moi, je pense que c'est les trades qui sont arrivés cette année. Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés un an trop tard et que là, ils vont tomber sur un os parce que Porzingis, il aurait eu l'an passé, ils auraient roulé sur tout le monde. Mais maintenant, cette année, ils vont avoir besoin de KCP. Et je suis d'accord avec toi, Tom. L'arrivée en plus de Jrue Holiday, c'est un peu le champions maker, quoi, tu vois. Je pense que ça peut être le joueur qui va faire basculer la finale. Pour moi, c'est le joueur clé pour ça. Parce qu'il a toujours l'action qui va te faire basculer le match et qui va te faire passer, qui va te faire gagner. Et après, tu as eu raison de parler du banc. Moi, je ne vois pas un joueur sortir du banc de Boston, faire un match phénoménal qui change la donne, tu vois. On sait toujours que dans toutes les finales, il y a un joueur, tu ne sais pas pourquoi, il prend feu et il fait gagner son équipe au final. Ou sur un ou deux matchs, un mec qu'on ne s'attendait pas. Alors que les autres font tous leurs matchs et tu as toujours un joueur, tu ne sais pas pourquoi, il prend feu, il fait gagner son équipe. Tu vois, donc je vois pas un joueur à Boston ou peut-être Pritchard. Il peut t'apporter des solutions sur un temps de jeu Ouais, où l'adresse n'est pas là, où tu es en difficulté. Sur les quelques minutes, il va permettre oui, à l'équipe de rester à flot, par exemple. Tu vois. mais tu vois, je vois pas Dallas ne pas avoir les armes pour pas y répondre. Ok. Je les vois répondre à tous les défis. Après, pour moi, le match-up favorable, donc j'ai dit, il y a des joueurs idées qui va être quelque chose, mais moi je pense que c'est une finale qui va être pour Jalen Brown qui joue en poste 3. Et en face, il n'a pas le répondre. Il n'y a pas le talent face à lui. Ok. Alors, moi, c'est intéressant que tu parles de Brown parce que du coup, je voulais vous lancer sur. On en a parlé un petit peu, cette fameuse complémentarité Tatum-Brown. On en parle depuis que les deux joueurs sont ensemble. Tom, tu l'as rappelé, Jalen Brown, MVP des finales de conférence. On applaudit. C'est absolument pas volé. Niveau de jeu de dingue et vraiment très très fort. Moi, la question que je me pose quand on prend le problème un petit peu à l'envers, c'est le, le joueur alpha de cette équipe-là. C'est d'abord Jason Tatum. Okay, donc, que Jalen Brown obtienne cette récompense-là de MVP des finales de conférence, machin. Très bien, bravo à lui. Mais est-ce que le problème n'est pas que ce soit pas Jason Tatum qui le récupère? Et par rapport à ça, moi je me pose la question autour des attentes qu'on a autour de lui. Quand il est allé en finale il y a 2 ans, du coup, c'est ça, 2022, bon, il avait été assez rapidement mis dans la poche arrière de Andrew Wiggins, en particulier, contre les Warriors. Là, il a plus l'excuse de « je connaissais pas les finales ». Okay, là, il y est. Lui, il connaît, il sait ce que ça demande en termes d'intensité et de rythme et de tout ce que vous voulez. Je me pose la question de sa dureté, tu vois, de sa rage. Je ne dis pas qu'il manque de motivation, mais je trouve qu'il lui manque le côté un peu chien enragé. Tu Chien de la vois, casse. chien de la casse un peu, ouais, c'est ça. Et je me dis, est-ce que, et j'espère pour Boston, il va falloir que Tatum, là, il enlève les mains des poches et qu'il nous propose une série à la hauteur de ce qu'on attend d'un leader d'une franchise comme Boston qui vise le 18e titre Est-ce que c'est un de sa leader? franchise. Ben ouais, mais voilà. Et moi, la question, c'est pour ça que je me pose la question et que je fais le parallèle avec Brown parce que moi, je trouve toujours, voilà, c'est pas volé le trophée pour Brown, mais pour moi, tu as des équipes où tu dois avoir un mec qui est au-dessus et normalement, pour moi, Tatum doit faire partie de cette caste-là. Et encore une fois, là, on est à 3 jours, 4 jours des finales. Je me pose la question et on attend de voir. Je trouve que c'est problématique encore, tu vois. Alors, moi, pour répondre à ce sujet-là, je suis assez d'accord sur certains points. La différence il y a plusieurs différences assez majeures, c'est que
la dernière fois que Boston est allé en finale de NBA contre Golden State et Tatum avait un petit peu disparu en finale, il avait été auteur de playoffs monstrueux. C'est-à-dire qu'il avait roulé sur la conférence Est. Il était arrivé en finale un petit peu lessivé et c'est Brand qui avait repris un petit peu le lead et qui était finalement le meilleur joueur de Boston à ce moment-là. Là, cette année, Tatum, j'ai l'impression qu'il a su et qu'il a pu s'économiser un petit peu. Notamment parce que le calendrier était un petit peu plus simple, que les adversaires étaient aussi moins. Il y a eu un peu moins d'opposition, on l'a déjà dit. Moi, je suis content finalement que Jaylen Brown, enfin pour Boston et pour les supporters bostoniens, je pense que je serais content d'avoir vu Brown prendre ce trophée. Parce qu'il y a aussi ce côté où Tatum, faut pas l'oublier, c'est une superstar. Et il est encore tout jeune. Il a 25 ou 26 ans, là où aussi Luka a 25 ans. Et je pense qu'on a trop tendance à se reposer sur le fait que Tatum ait fait des moins bonnes finales. Tatum, les gars, si on regarde déjà en termes de stats de playoff, c'est déjà un monstre en playoff. Hein. Là, on n'est pas forcément hyper ravi de sa campagne de playoff. Encore une fois, il tourne à 26 points de moyenne. Est-ce que tu as l'adresse à 3 points ou pas? Elle est pas... Il est à 30% à 3 points. Donc là, il va falloir bosser là-dessus. Là où, tu vois, je pense que c'est aussi une des clés, c'est que Boston aime beaucoup trop shooter à 3 points. J'aimerais voir aussi les ajustements. Est-ce que Tatum va être un peu plus incisif vers l'arceau? Moi, je pense que Tatum, le fait de ne pas avoir été récompensé, que ce soit au niveau du MVP, que ce soit au niveau du MVP des finales, je pense qu'il y a aussi ce côté challenge. Et là où je te rejoins, Tatum n'est pas forcément un leader dans le vestiaire et n'est pas forcément un leader vocal. Il va avoir la chance de se reposer sur Jrue Holiday, qui va prendre les responsabilités défensives et qui a ce côté un petit peu chien enragé et qui a l'expérience du titre. Il va pouvoir se reposer un petit peu sur Al Horford, il va pouvoir se reposer sur Brown et Derrick White qui ont montré de très belles choses. Moi, je ne serais pas aussi radical et j'avoue que là où je ne suis pas forcément le fan numéro 1 de Tatum, je pense qu'il est tout à fait capable de montrer qu'il est genre le premier, voire le deuxième meilleur joueur de cette finale NBA. Yannick, je te laisse la main parce que je te vois trépigner, mais je trouve qu'il y a un paradoxe, Tom, dans ton propos. Tu ne peux pas dire Jason Tatum est une superstar et 2 phrases après dire qu'il va se reposer sur Jrue Holiday, sur Al Horford, sur machin, sur Pritchard, sur le mec qui porte les serviettes, sur le conducteur du bus et sur la meuf qui sert les mojitos au bar. C'est pas possible. Si tu es une superstar, tu dois assumer d'être une superstar et tu dois assumer d'être là au moment qu'il faut. Et le moment qu'il faut, c'est les NBA Finals. Alors, elles sont pas encore jouées, donc on va voir. Mais je trouve qu'il y a un paradoxe dans ce que tu as dit. Tu vois, après, c'est que mon avis. Hein, mais, Yaya sort de ce corps. Pardon, mais je t'ai vu trépigner. Vous voyez pas, on est en podcast pour les gens qui nous écoutent. Mais depuis tout à l'heure, Yannick, à partir du moment où Tom a utilisé le mot superstar avec Jason Tatum, il a sauté de son siège. Là, il est sorti de sa léthargie. Non, mais attends, vas-y, je t'en prie. Non, pour moi, en fait, être superstar, ça se décrète pas, ça se prend. Et tu peux me dire tout ce que tu veux. Ok, c'est un bon joueur, machin. Très bien, il fait des stats, super. Dans une NBA où tu marques 150 points, marquer 30 points, ou 26 points, excuse-moi, mais ouais, ok, super. Je reste persuadé qu'il lui manque ce petit, tu vois, le côté chien de la casse, comme on disait avec Chris, il lui manque ça. Et il va pas chercher le titre. Il va pas être le joueur qui va prendre le ballon en fin de match. Je suis désolé, ça s'est vu l'an passé. C'est Marcus Smart qui prenait les derniers shoots. C'est pas lui quand le match est serré. Et tu vois, c'est ça en fait qu'on attend de lui. Phil Jackson avait dit un truc, à part Grant Hill, quel joueur de Duke est une superstar? Oula, là on l'a pas. Eh ben ouais, il avait dit ça. Eh ben il y en a pas. Donc, si tu veux, il a été formé à Duke, il n'était pas là pour ça, il était pour avoir un bon truc académique, mais il n'était pas capable. C'est pas le joueur qui est capable d'avoir le style NBA, c'est-à-dire on va aller en post-up et on va aller se mettre en ISO et aller gagner le match comme ça. Je ne le vois pas faire ça. Je ne vois pas
Et c'est pour moi la petite faiblesse du côté de Boston. Ça veut dire que si Dallas réussit à être dans le match, c'est-à-dire que s'il n'y a pas, si on est dans un money time, un vrai money time qui se joue à quelques possessions, et on sait très bien que quand ça joue par quelques possessions, ça finit en isolation, un quart de terrain pour un joueur, ben moi je suis pas sûr que Boston puisse faire quelque chose face à Dallas, alors que Dallas, ils ont les joueurs capables. On a parlé de Kyrie Irving, Luka Doncic en isolation, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de 1 contre 1 de la NBA, et je suis pas sûr que du côté de Boston, ils en soient capables. Ok, j'entends vos propos. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, les gars. Je pense qu'on prend vraiment beaucoup trop Jason Tatum pour acquis, et je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je vois la communauté des Celtics fans qui se lève, et pour le coup, je les soutiens. Jason Tatum a 26 ans, et je pense que ce qu'il a déjà accompli dans cette ligue et le niveau de pression qu'il a, parce que le mec joue à Boston aussi. Pour rappel, il a pour le moment une meilleure carrière que Luka Doncic, hein. Juste pour vous rappeler, il a déjà des finales NBA, le monsieur. Perdu. Oui, perdu contre Stephen Curry. Luka Doncic a 17 ans. À 17 ans, il gagnait l'Euroleague à lui tout seul. Jason Tatum, il fait quoi? Il a toujours été sur les porte-bagages. Ouais, alors Luka Doncic, il prend une équipe et il l'amène au titre, que ce soit en sélection, que ce soit en Europe. Regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Tu vois ce que fait Doncic, même les années où Dallas était nul, Doncic sortait des titres. Il a été Rookie of the Year. Tu vois, c'est pas la même. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, bah écoute, c'est pas grave, hein, il y a des points de discorde, c'est pas grave. Moi, je pense que quand Jason Tatum perd les finales, il les perd quand même contre Stephen Curry, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc à ce niveau-là, j'ai moins d'a priori. Et sur le côté, Jason Tatum n'est pas forcément clutch. Je pense que je vous inviterai à regarder sa série à l'époque contre Brooklyn, le Brooklyn de KD, Kyrie et Harden. Sur ces playoffs-là, Oui, son shoot au premier match, là. Voilà, Oui, notamment. oui. Notamment, je vous inviterai aussi à regarder un petit peu sur ces playoffs contre Indiana et contre les Cavs dans les matchs un peu touchy. Qui prend les gros shoots à la fin? C'est Jason Tatum. Alors, j'aimais bien évidemment, comme vous, des réserves sur sa capacité à step up sur des finales. Je suis tout à fait d'accord. Mais là où j'aimais moins de réserves, c'est qu'il a déjà connu des finales. Et là où je l'attendrais autant que Luka, c'est est-ce que vous avez, messieurs, la capacité de jouer et de jouer votre meilleur basketball sur ce rendez-vous-là? Mais pour le moment, je ne mets pas Luka Doncic au-dessus de Jason Tatum sur cette série, loin de là, parce que Jason Tatum a un peu plus d'expérience et a l'expérience de finale, même si c'est perdu. Et dans le côté superstar, là où je suis d'accord avec toi, Chris, je ne parlais pas de se reposer sur, mais de pouvoir compter sur. Okay. Là où pour moi, n'importe quel superstar doit pouvoir compter sur ses coéquipiers. Encore une fois, Luka va pas se reposer sur Kyrie, mais doit pouvoir compter sur Kyrie. Là où Giannis devait compter sur Middleton et Drew, là où n'importe quel champion doit compter sur l'addition des role-players et des lieutenants. Moi, très honnêtement, je suis moins critique que vous sur Jason Tatum. Et si Jason Tatum, à 26 ans, devient champion NBA, il rentre dans une catégorie de superstar élite. Bon, en tout cas, le sujet Tatum, Yannick, on va enchaîner, n'est pas prêt de se terminer. Et de toute façon, la plus grande scène, c'est les finales NBA. Autant pour Luka, qui n'y a pas encore été, que pour Tatum, qui a déjà connu ça. On verra bien ce que ça va donner. Et là, on aura encore plus d'arguments en faveur ou en défaveur, en tout cas, de Tatum. Pour parler d'un dernier point, les gars, autour de cette équipe de Boston, parce que tout à l'heure, vous en avez parlé quand on était sur Dallas, peut-être le meilleur backcourt de NBA avec Kyrie et Luka, peut-être, c'est même pas peut-être, c'est très certainement en tout cas le meilleur backcourt. Mais est-ce qu'en face, Yannick, on n'a quand même pas la meilleure défense avec Derrick White et Drew Holiday en particulier? Après, on sait très bien que ça switch beaucoup, mais avec ces deux joueurs-là, est-ce qu'on n'a pas le meilleur backcourt offensif d'un côté et possiblement les meilleures armes pour défendre de l'autre? Défendre, je ne sais pas, limiter. Oui, ils ont la capacité à limiter. Ou après, le problème, c'est qui tu mets sur qui.
pour moi, c'est ça, ça va être la vraie question du côté de Boston. Je suis d'accord avec toi. Et surtout, moi, si je trouve l'idée, on l'attend là. Il est là où il doit être. Et c'est lui qui va donner le ton, j'ai envie de te dire. Et je pense que tu vas être obligé de plier, mais pas rompre. Tu sais que tu vas prendre des points sur le bas de courte. Tu sais qu'ils ne vont pas pouvoir forcément répondre en termes de points. Mais en revanche, en playmaking, ça va être important. Et moi, j'ai hâte de voir Jrue Holiday sur ces match-ups. Et est-ce que ça va donner, ouais. Moi, je suis curieux, Tom et Yannick aussi, mais Tom d'abord. Comment vous voyez la disposition qui sur qui? Après, on sait que ça tourne, ça switch, mais comme ça, en premier rideau, on va dire, ou en premier face-à-face, tu vois, sur un schéma type. Moi, de manière assez naturelle, je dirais que Jrue Holiday sera la première arme pour essayer de limiter Luka Doncic. On a vu que Luka avait été mis en difficulté par un profil un petit peu similaire en termes de gabarit qui est Luguentz-Dort, qui est l'un des joueurs qui le fait le plus galérer, il le dit lui-même. Et Jrue est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue extérieure, un très très bon voleur de ballon. Il est hyper mobile et il a des armes pour, on est tout à fait d'accord Yaya, limiter. C'est-à-dire que ça, c'est des joueurs qu'on ne peut pas défendre. Ce n'est pas des joueurs que tu peux stopper, c'est des joueurs que tu essaies de limiter. Donc je pense que j'enverrai Jrue sur Luka. Et puis du coup, assez logiquement, tu aurais Derrick White sur Kyrie. Mais il ne faut pas oublier que là où les autres équipes avaient peut-être un peu moins d'éléments, si tu fais switcher l'un des deux, derrière, tu as quand même Jaylen Brown et Jason Tatum, qui sont des très bons défenseurs. Donc globalement, Boston a des vraies armes à mettre en avant sur l'aspect défensif. Il y aura du boulot pour Dallas pour s'ajuster, mais globalement, je le vois comme ça. Et tu vois, de l'autre côté, je pense que pour essayer de combler un petit peu l'aspect où Luka et Kyrie ne sont pas forcément des défenseurs élites, même s'ils montrent de très belles choses sur ces playoffs, et notamment un aspect de concentration que je n'avais jamais vu du côté de Luka sur le côté défense où il aime bien prendre du challenge, et ça c'est pas mal. Je pense que Tatum sera défendu notamment par Derrick Jones, qui a montré de très belles choses, qui avec son envergure et sa taille peut aller l'embêter un petit peu, même si physiquement il lui rend des kilos. Il y a aussi des armes de ce côté-là. Donc non, défensivement, ça va être une série hyper intéressante. Okay. Moi, je vois Jones plutôt sur Jaylen Brown et PJ Washington sur Tatum. Ok. Et à l'inverse, sur le backcourt de Boston contre celui de Dallas, comment tu vois ça, toi? Ou comment t'aimerais que ce soit? Après, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Et si tu anticipes un switch, effectivement, faudrait peut-être mieux. Alors après, est-ce que tu fais un switch et après, ça va être beaucoup parce que c'est une équipe qui joue beaucoup pick and roll. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire comme Minnesota, faire ce qu'on appelle une défense drop, c'est-à-dire que sur le pick and roll, au lieu de venir trapper, tu vas reculer en protégeant ta raquette. J'ai envie de dire, tu t'ouvres beaucoup, à Luka Doncic. En revanche, si tu veux vraiment switcher, bah, à la limite, il vaut mieux mettre Jrue Holiday sur le porteur de balle. Et comme ça, même si c'est un grand, physiquement, il est beaucoup plus costaud que Derrick White. Et à mon avis, il pourra impacter et être sur le joueur qui roll et défendre là-dessus. Donc moi, tu vois, je serais plutôt sur le porteur de balle parce que tu sais que sur les lignes arrière, tu peux intervertir autant que tu veux. Sur la remontée de balle, Jrue Holiday ou au moins en zone offensive, zone défensive, Jrue Holiday, voire sur plutôt le Derrick White sur le deuxième arrière. Ok. Il y a un aspect mental aussi à prendre en compte avec Luka. T'en parlais tout à l'heure, Tom, le côté un peu chouineur, aller chercher des fautes, où on sait qu'il peut vriller aussi, Luka Doncic. Et on sait qu'un mec comme Derrick White, Jrue Holiday, c'est pas le dernier, ils ont cette capacité à aller aussi rentrer dans la tête, tu vois. Si tu vas, Derrick White, ça fait que tu sens que c'est le côté un peu, j'allais dire quelque chose de très grossier, mais je vais le garder pour moi. Il peut te rentrer dans la tête, tu vois, et aller te saouler. Et on sait que Luka, il peut quand même si il a fait des efforts sur ce point-là quand même,
il peut encore très vite vriller. Et si tu vas l'agresser directement dès la remontée de balle, tu vois que tu le laisses pas proposer son schéma, organiser un petit peu son truc en chef d'orchestre comme il sait parfaitement le faire. Si tu vas tout de suite le harceler, une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, il peut vriller et ça peut être un aspect à prendre en compte. Alors après, tu peux aussi laisser le ballon à Kyrie qui peut très bien remonter le ballon et proposer des choses. Mais je pense qu'il y a l'aspect mental au-delà de qui va défendre sur qui est aussi intéressant à prendre en compte parce qu'on sait qu'il y a un historique avec Luka. Je pense mais que c'est. Ouais. Lucas, surtout, c'est avec les arbitres qui se chauffent. Oui, mais si tu vois, si tu as le joueur en face qui lui rentre un peu dans le lard, qui va tout le temps l'emmerder sur Ouais, les mais remontées de balles c'est dès la 23e seconde, il va être saoulé, il va voir c'est- que les arbitres vont pas siffler et on connaît le schéma, tu vois. c'est tout l'un ou tout l'autre. Et ça peut le. Ouais. Tu vois, par exemple, quand il a fait la masterclass à Minnesota, Mhm. voilà, il a fait le statement, tu vois. Tu le chauffes, il est capable aussi de dire, bah voilà, ok, t'as Ah vu? oui, 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 et on sait très bien que des mecs comme ça, même le public, on en parlait tout à l'heure, ils se nourrissent également, tu vois, de la haine, si on peut parler de haine en tout cas, ou de l'adversité, ou du public qui les pousse, qui les siffle, qui les hue, etc. etc. Les gars, est-ce que vous voulez aborder un dernier angle, un dernier point autour de Boston, ou on passe à la partie la plus intéressante du podcast, évidemment, le pronostic? Moi, j'avais un dernier point Allez. assez rapide sur Boston. On en a rapidement parlé en ouverture d'analyse. Ça va être le banc. Donc, en toute logique, si Kristaps Porzingis revient, Horford devrait reprendre sa place sur le banc et du coup donner un peu plus de profondeur avec Peyton Pritchard notamment, et puis les artilleurs fous, hein, les Sam Hauser, les Oshie Brissett, etc. Je serais vraiment intrigué de voir comment Joe Mazzulla va moduler ses rotations. Là où de l'autre côté, pour moi, Dallas a un banc très efficace et Jason Kidd a su faire les ajustements de banc quand il le fallait dans les séries. Boston n'a pas été challengé à ce niveau-là pour le moment. Ils ont pu se reposer sur un 5 majeur très fort. Quelques matchs assez intéressants de Pritchard, notamment le duel contre McConnell contre Indiana. Mais là, il va falloir step up. Il va falloir step up parce qu'il y aura aussi forcément un problème de faute. On sait que Luka et Kyrie sont des joueurs qui provoquent énormément de fautes. Et notamment, si tu pars sur ce principe que tu ne veux pas drop, parce que moi, je vous rejoins là-dessus, hein, il ne faut surtout pas drop sur des joueurs comme ça. Donc, tu vas provoquer des switches et il va y avoir des grands qui vont être amenés à défendre sur Luka et Kyrie qui vont prendre des fautes. Donc, comment Mazzulla va réussir à faire en sorte de limiter les fautes, de peut-être insérer Xavier Tillman un peu plus, qu'on n'a pas forcément vu, et qui peut être une arme pour essayer de contenir un petit peu. À voir, moi je suis pas convaincu à ce niveau-là. Il changera pas ses rotations. Ouais, et du coup, ça peut être... Il mettra pas Tillman c'est fini les expérimentations. Ah bah, j'espère que c'est fini. Tu fais pas Non. d'expérimentation au final NBA, toi. La seule chose, tu vois, c'est que, par exemple, tu vois, un Pritchard ait un peu plus de temps de jeu à un moment, que Horford ait un peu plus de temps de jeu. Pour moi, ça va être la seule chose. Et je ne serais pas étonné qu'il tente plutôt, dans le cas présent, de basculer Tatum en 5 et Brand en 4. Oula, oh, c'est gros Il a essayé. pari, là, dis donc. Ouais, oui, non, mais... Il a essayé plusieurs fois. Et moi, ça ne m'étonnerait pas, tu vois, qu'il essaye des trucs comme ça. Plutôt que de si Porzingis. Porzingis est absent ou limité, ça ne m'étonnerait pas qu'il tente des match-ups comme ça. Ce serait très honnêtement pour moi, hein, je te laisse la parole après. S'il fait ça, c'est une catastrophe pour Boston. Parce que de l'autre côté, jouer small ball contre une équipe qui a des intérieurs aussi mobiles et aussi physiques que Dallas, tu peux pas. Parce que offensivement, tu vas te faire bousiller parce qu'on sait très bien que Gafford et Lively sont des très très bons, réceptionnent très bien les lobes et sont des très bons catcheurs. Et de l'autre côté, PJ Washington et Lively sont hyper mobiles.
Donc, Ah, mais on est d'accord. si tu pars sur... Mais je suis d'accord, hein, il faudra trouver les bons ajustements, limiter les fautes de Porzingis, essayer de faire souffler Horford et pourquoi pas sortir, tu vois, du Luke Cornet ou du Sam Hauser pour aller essayer de reposer un petit peu et donner quelques minutes. Sam Hauser est beaucoup plus dans la rotation que Tillman, que tu as fait venir. Ah oui, tout à fait. Que tu as fait venir, mais tu sais, en fait, t'as pas vraiment testé, quoi. Mm. Tu sais pas aujourd'hui ce qui est. Alors que normalement, justement, tu l'as pris pour ça, pour ces moments-là. Alors, si vous le sort du chapeau, de derrière les fagots, ok. Mais moi, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Si les coachs NBA, ils sont hyper, enfin, pas protectionnistes, mais safe. Donc, ils sont ultra prudents. Donc, à mon avis, tu vois, ils n'essaieraient pas un truc comme ça. Même, tu vois, et j'aimerais le voir, tu vois, du côté de Kidd, il sortira, même si il laissera pas très longtemps sur le terrain Tim Hardaway Junior, alors que, bah, tu vois, il pourrait apporter justement dans les, tu sais, c'est typiquement le joueur à qui je pense qui est capable de s'enflammer sur une mi-temps et de te mettre 3 points d'affilée qui soit te remettre dans le match, soit éteigne l'adversaire. Mais il le fera pas, il ne rentrera pas sur le terrain. Bon, donc, en tout cas, plein de questions encore. On pourrait en parler pendant de très longues minutes, voire heures, mais il va falloir aussi vous laisser un petit peu, chers auditeurs, auditrices. Et avant de vous quitter, par les pronostics un petit peu, on veut un score, évidemment, mais surtout, on veut savoir qui sera champion NBA 2024, messieurs, avec un MVP des finales. Vous nous faites la complète, comme les fameuses galettes bretonnes qui sont incroyables. Tom, allez, Tom, vainqueur, score, MVP des finales, bon, dans l'ordre que tu veux, mais on veut ces 3 paramètres et une petite phrase, évidemment, pour accompagner. Eh ben écoute, c'est très galère. J'ai vraiment du mal à sortir un favori. Donc je vais y aller un petit peu au feeling comme ça. Je pense que Boston va faire le taf. Je pense que Boston va être champion NBA. Je pense que Jason Tatum sera MVP des finales. Et du coup, pour énerver mon Yaya, va devenir et va obtenir ce statut de superstar définitif dans ce... Il sera jamais une superstar. Attends, laisse-le aller au bout. Donc, et alors. Du coup, mon résultat, je dirais 4-2. 4-2 pour Boston. Donc, il termine à Dallas. Je pense qu'il termine à Dallas parce que ça, c'est un aspect dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est 2 équipes qui ont remporté énormément de matchs à l'extérieur depuis le début de ces playoffs et qui n'ont pas du tout peur de l'ambiance adverse et qui peuvent très bien s'ajuster. Donc oui, le côté domicile extérieur va pas forcément avoir un penchant si énorme dans cette série. Et très honnêtement, même si j'espère me tromper en tant que fan des Lakers et je n'ai pas envie de voir Boston gagner, je pense que Boston va faire le taf. Je pense qu'il faudra aussi glorifier le travail du front office et des GM qui ont été patients et qui n'ont pas voulu lâcher le morceau. Et encore une fois, en fait, plus que de penser qu'ils vont être champions, je pense que c'est leur dernière chance sur cette fenêtre-là de l'être. Donc, ils ont intérêt à l'être. Ok. Donc, Boston, 4-2, Tatum MVP des finales. Voilà le prono de Tom. Yannick ou je fais avant? Comment tu le sens? Bon, bah allez, je vais y aller. Allez, on t'écoute. 4-2 Mavs, MVP Luka. Même si je pense que dans les money time, ce sera plus comment il s'appelle, plus Kyrie qui marquera les paniers décisifs, mais Luka qui sera pas loin du triple-double sur la série, un peu comme LeBron l'avait fait en son temps. Et je le vois bien, tu vois, en 29, 10 et 11. Luka. Ok. Donc 4-2 Dallas et Luka Doncic MVP des finales. Alors, il va falloir départager tout ça. Déjà, moi je vois une série longue, donc je veux que ça aille au bout 4-3. Oh bah c'est Boston alors, qui va gagner à domicile. Dallas. Ouh, alors là, on se mouille. Et je t'explique même pas. Et ça arrive avec Kyrie qui gagne au TD Garden, mais j'ai même plus besoin de Viagra de toute ma vie. Hein. Ah non, mais. Alors, je ne ferai pas l'offense suprême de mettre Kyrie Irving MVP des finales. Je vais quand même mettre Luka.
mais on n'en a pas parlé, mais j'ai vu passer un tweet là, de NBA France sur les playoffs de Luka, leader en points, en rebond, en passe, en interception, en pourcentage au tir, en pourcentage à 3 points et au pourcentage au lancer franc. Luka Doncic, le génie là, dont on parle depuis des années, tu en as parlé, Euroleague, équipe nationale NBA, là il est sur la plus grande scène possible pour lui. Ok, moi je pense que le stress et tout, on n'aura rien à carrer. Et je pense qu'on va avoir un mec qui va nous proposer, peut-être pas sur tous les matchs des masterclass, mais sur les moments qu'il faut, il va nous sortir des performances dont on va se souvenir. Un peu comme des Nikola Jokic, un peu comme des LeBron James, t'en as parlé, comme des Kawhi, la saison de Kawhi Leonard. Bon, bref, je le vois faire une masterclass, mais absolue. J'ai de vrais doutes sur Boston, on en a parlé. Des vrais doutes sur Tatum. Le coaching, vous en avez aussi, vous l'avez évoqué, je vous rejoins. Je pense vraiment que tout le travail fait par Nico Harrison va payer cette année et que là, c'est pour Dallas. Donc, Dallas, 4-3, ça finit au Garden et Luka Doncic MVP des finales, messieurs. J'aime beaucoup. Bon, en tout cas, voilà pour le prono. Donc, on a 2 Dallas, on a un Boston, mais on a dans tous les cas au moins 6 matchs dans nos séries. Donc, on va pouvoir suivre ça. Premier match, messieurs, jeudi à vendredi, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Jeudi à vendredi, 2h30 du matin. Tous les matchs sont à 2h30, excepté le match 2 qui est un petit peu plus tôt à 2h dans la nuit de dimanche à lundi. Tous les matchs sur le NBA League Pass et sur beIN Sport, évidemment. Et ben voilà pour cette très longue mais très intéressante preview. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter. Merci Yannick et merci Tom pour toute cette analyse, cette objectivité évidemment qui vous caractérise. Oui, ouais. L'objectivité et moi, c'est non, on se connaît pas. Non, bon, en tout cas, merci d'avoir été là pour cet épisode. Les podcasts vont continuer évidemment pendant ces finales NBA, ne vous inquiétez pas, on se retrouvera très vite. Vous avez les articles, évidemment, pas mal d'articles là, déjà qui sont sortis, pourquoi Boston va être champion, pourquoi Dallas va être champion, des articles autour de l'histoire, des titres pour Boston en particulier, donc plein de lectures à faire et à avoir pour vous sur le site et l'application de TFA. Les podcasts évidemment, et le prochain rencard WNBA s'il vous plaît messieurs dames. Mercredi après-midi avec Tom, on sera là pour vous parler de l'actu de la ligue américaine féminine. Bonne journée à vous, bonne finale NBA et on se retrouve très vite évidemment. Bonne journée à vous, ciao. Allez.